Merci de participer à la présentation de ce travail qui porte sur la valorisation de la recherche publique et le critère de succès en comparaison internationale. C'est un travail que nous avons engagé parce que c'est l'un des sujets les plus débattus en ce moment. Comment est-ce que, par rapport aux moyens importants qui sont mis en œuvre pour la recherche publique, on s'assure que cette recherche a in fine des débouchés économiques, contribue au dynamisme de notre économie, à la croissance de nos entreprises, au renforcement de situation à l'export, etc., etc. C'est un point qui est largement débattu depuis toujours, mais notamment sous le précédent gouvernement, avec les moyens importants qui ont été dégagés pour l'enseignement supérieur et la recherche, avec le programme Investissement d'avenir. Et le nouveau gouvernement a la même préoccupation. Elle a été exprimée dans la présentation du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, qui faisait suite au rapport Gallois. C'est l'un des points importants qui a été identifié dans le rapport Gallois comme étant clé pour la compétitivité française. Et c'est à nouveau un des sujets qui sont au cœur du projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche qui est porté par Madame Fioraso. Donc la question de savoir comment est-ce qu'on fait en sorte que la recherche fondamentale ou non serve in fine, soit valorisée, soit appliquée, comment est-ce qu'on assure le couplage entre la recherche publique et le monde économique, c'est une question centrale qu'on a essayé de traiter dans cette note et qu'on a essayé de traiter dans une perspective internationale. On est parti d'un constat qui est fréquemment dressé, qu'on a parfois appelé le paradoxe européen, mais qui est particulièrement vrai en France, qui est l'idée qu'on a à la fois un système de recherche qui est excellent, qui est au meilleur niveau mondial, et une difficulté par rapport à d'autres pays à valoriser ces résultats. Bon, avec toute la difficulté qu'il y a évidemment à mesurer, on va venir sur les indicateurs, mais on a quand même l'intuition que par rapport à d'autres pays, on a plus de mal à transformer en innovation tournée vers l'économie, vers la production, les résultats de ce système de recherche. Alors, c'est pour essayer de creuser un peu cette question, de voir si c'était vrai, de voir dans quel sens faire éventuellement évoluer notre système de valorisation. On s'est penché en particulier sur la manière de savoir comment ça pouvait fonctionner, qu'est-ce que c'est l'innovation et qu'est-ce que c'est l'innovation qui peut être utile ensuite dans l'économie. Ce qui nous a amené à une idée qui est assez transversale dans la note, qui est qu'en fait, on a une vision a priori qui est un petit peu une vision linéaire. On fait de la recherche fondamentale. Cette recherche fondamentale, elle est assez loin des besoins de l'économie. Et puis progressivement, on en tire des conclusions. Et après coup, on essaye de voir comment est-ce que cette découverte, cette innovation peut être utilisée dans un processus industriel, par exemple, et à ce moment-là, on dépose un brevet, et tout ça, c'est un circuit assez linéaire, dans lequel la question, finalement, ce serait, on aurait une sorte de portefeuille de découverte qu'il faut ensuite, au cas par cas, essayer d'utiliser et de breveter. Les nouvelles pratiques qui nous paraissent importantes et qui nous paraissent déterminer une bonne partie des évolutions qu'on constate dans les outils de valorisation reposent plutôt sur l'idée d'innovation ouverte, de rétroaction, c'est-à-dire que plutôt que ce processus linéaire entre une découverte fondamentale jusqu'au moment où on arrive au brevet qu'on dépose sur un process industriel, on est dans une interaction, c'est ça qui est le plus productif, entre un laboratoire et une entreprise, par exemple, et le processus de développement technologique, c'est finalement quelque chose qui est assez indissociable du processus d'innovation, parce que il faut qu'il y ait des allers-retours assez fréquents entre le monde des ingénieurs et le monde des chercheurs pour faire évoluer la découverte jusqu'au moment où elle sera réellement utilisable. Et ça invite en fait
et c'est ce à quoi sur quoi on se penche dans la suite de la note, plutôt à une variété d'outils de valorisation qui peuvent permettre de faire éclore ce processus assez collaboratif d'innovation. Donc voilà un petit peu le constat général, à la fois sur le paysage, sur les objectifs qu'on peut se fixer. Et puis le dernier point, c'est de savoir où on se situe, comment est-ce qu'on peut mesurer notre réussite. Alors, ça c'est aussi une question qui est difficile, à laquelle il est difficile de répondre précisément. Parce que les indicateurs qu'on a sont tous assez imparfaits. Celui sur lequel, le plus classique, celui sur lequel on s'est penché dans la note, c'est celui des redevances sur les dépenses de recherche, c'est-à-dire on dépense de l'argent pour faire la recherche dans des laboratoires. Parfois, on trouve des découvertes qui nous paraissent particulièrement intéressantes et on les protège en termes de propriété intellectuelle. Et ensuite, il y a des licences et les personnes qui s'en servent versent des redevances. C'est toujours des niveaux qui sont faibles par rapport au niveau total des dépenses, mais ça reste un indicateur qui est significatif. Mais en même temps, c'est un indicateur qui n'épuise pas évidemment la contribution que la recherche peut faire au processus industriel. Il peut y avoir des recherches qu'on choisit de ne pas breveter et qu'on diffuse plus largement. On peut choisir d'avoir des redevances à un niveau plus faible que ce qui serait fixé parce qu'on considère que c'est aussi une manière d'aider à la diffusion de l'innovation dans des entreprises. Mais bon, voilà, c'est un premier indicateur. Alors, si on regarde cet indicateur, la France n'est pas très bien placée. De même d'ailleurs que la plupart des pays européens, on est entre 1 et 2%, alors que aux États-Unis, également en Australie, on a des niveaux qui dépassent 3%. Et donc, sur la base de cet indicateur-là, on a l'impression que les États-Unis exploitent mieux leurs résultats de recherche sur certains plans, et notamment les revenus de licence, même si on regarde d'autres choses, comme le nombre de spin-offs, par exemple, les entreprises qui se créent à partir d'un centre de recherche, eh bien, c'est pas forcément aussi bien placé. Et voilà, mais bon, quand même, ça nous conduit à nous interroger un peu sur nos outils de valorisation. Il y a plutôt une progression qui va dans le bon sens pour la position de la France, même si elle reste plutôt moins avancée que les États-Unis et le Royaume-Uni pour le transfert des technologies entre la sphère académique et l'industrie. Voilà, si on veut faire un diagnostic le plus synthétique possible en tenant compte de tout ce que ça a d'imparfait. Alors, par rapport à tout ça, une fois qu'on a fait ce constat, en ayant aussi regardé dans les bureaux de valorisation, qui sont le lieu où se fait la valorisation de la recherche, ce qui fonctionne plus ou moins bien. Alors là, on étudie une série de critères, je vous renvoie pour ça plutôt à la note d'analyse. Je voudrais en venir aux points d'amélioration qui nous paraissent les plus importants compte tenu du diagnostic que je viens de rappeler. Premier point, la conclusion qu'on tire de cette analyse, c'est que certes, il faudrait augmenter sans doute l'effort en matière de redevances, de brevets, pour essayer de se rapprocher de pays qui sont mieux situés que nous. Mais en fin de compte, notre constat, c'est plutôt qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Parce que en fait, il y a d'autres canaux de valorisation, comme la recherche partenariale, je l'ai un peu évoqué, comme la création d'entreprises, les spin-offs, comme le placement de jeunes chercheurs, qu'on invite à soit à créer des entreprises ou à collaborer de manière plus étroite avec des entreprises, soit la prestation de conseils, et que souvent, ces différents types de valorisation de la recherche peuvent donner des résultats aussi intéressants que le fait de breveter ces découvertes et d'attendre qu'il y ait des entreprises qui viennent et qui exploitent les licences. Surtout que il y a une vraie question sur jusqu'à quel niveau c'est important de protéger la propriété intellectuelle, sachant que le but c'est aussi de faire de l'innovation, de la diffuser et de faire en sorte qu'elle soit reprise. Alors il ne s'agit pas de tout donner gratuitement parce que il y aura des entreprises, en particulier étrangères, qui vont
souhaite pas forcément que chaque fois qu'il y a une découverte dans un labo français, n'importe qui puisse l'utiliser librement. Mais enfin, il y a quand même cette idée qu'il faut diffuser largement ces innovations. Et pour ça, c'est plus utile d'avoir une palette d'outils de valorisation que uniquement des brevets. Alors, il y a un certain nombre d'initiatives par rapport à ça qui nous paraissent intéressantes. En France, c'est par exemple le programme PR2, Partenariat renforcé PME Recherche. Donc, vous voyez, c'est un truc d'ingénieur, hein. Partenariat renforcé, PME Recherche, donc PR, donc PR au carré, voilà. Ça a été lancé en novembre 2011 par le CNRS, et ça consiste pour cet organisme à céder aux PME pour un coût attractif des familles de brevets correspondant à des technologies qui sont proches de la maturité mais pas encore exploitées, en contrepartie d'un engagement de la part des PME à coopérer avec le laboratoire du CNRS qui est à l'origine de ces inventions. Donc on voit bien que là, c'est un outil qui est assez bien calibré par rapport à la fois aux objectifs et aux difficultés qu'on peut identifier. C'est-à-dire que ça permet de prendre une technologie où on se dit ça c'est proche de la maturité, ça pourrait être exploité, ça l'est pas, peut-être parce que le prix qu'on pouvait imaginer pour le brevet c'est un peu trop élevé pour une PME qui a envie de se lancer. Mais en même temps, ce qu'on souhaite si on le vend pas trop cher, c'est que justement on rentre dans ce processus d'innovation un peu partenariale, et ça peut avoir un bénéfice aussi pour les labos du CNRS qui du coup permettent de poursuivre leur réflexion dans un sens qui est un petit peu plus proche des besoins d'application. Et de faire en sorte que les licences exclusives soient moins la norme que l'exception, là aussi pour avoir plutôt des licences qui peuvent permettre à plusieurs entreprises différentes d'utiliser la valorisation des innovations en question. Le deuxième type de préconisation concerne les sociétés d'accélération du transfert de technologie, les SATT, qui ont été mises en place depuis 2011-2012, qui visent précisément à répondre à un certain nombre des enjeux qui sont rappelés dans la note, c'est-à-dire mutualiser des ressources qui étaient auparavant cloisonnées pour la valorisation de la recherche publique. Alors, il nous semble globalement que ça répond à un objectif qui est louable. Effectivement, il y a un certain éclatement, c'est un constat général du monde de la recherche. Pardonnez-moi. Du monde de la recherche qui fait que le fait de mutualiser la valorisation, ça peut éviter les chevauchements, permettre de mieux exploiter certaines découvertes, etc. Ce qu'on constate, c'est que c'est sans doute illusoire de penser, compte tenu des ratios que j'ai rappelés, qu'à terme, qu'il faut avoir une évaluation uniquement sur des critères financiers et qu'à terme, ce sera rentable si les SATT arrivent à se financer elles-mêmes par leurs redevances. Il nous semble que même une politique de valorisation qui peut rester déficitaire à condition qu'elle ait vraiment un impact positif sur la diffusion de la technologie mérite de continuer à être financée. Et donc on propose de faire évoluer les financements en ces termes. Pas évidemment de revenir sur l'idée qu'il y a des évaluations, je crois que c'est triennal, et que à chacune de ces évaluations on revoit le montant qui sont alloués à chacune de ces SATT, mais de pas forcément avoir un objectif de rentabilité à moyen terme, ce qui nous paraît sans doute un peu trop ambitieux. Voilà quelques indications. Vous trouverez beaucoup plus de choses dans la note, notamment sur l'évaluation assez approfondie du travail des différents bureaux de valorisation dans les différentes structures et de des critères qui font que ça marche plus ou moins bien. Mais à ce stade, je propose plutôt de vous donner la parole et de répondre à vos éventuelles questions avec les responsables du département économie-finance, Jean-Paul Nicolas et Rémi Lallemand, qui sont à l'origine de la note que vous avez entre les mains. Merci pour votre attention.
Merci.